Merci à chacun pour la richesse de ces échanges et merci Fabrice de l'animation. Alors je retiens moi les propositions de Monsieur Imbert, hein. Faisons connaître largement tous ces dispositifs et pour vous inciter, je vous rassure, notre site va tenir la charge des 21 000 experts comptables qui tous les jours vont se connecter sur nos sites. Il n'y a pas de problème. Pour continuer, j'appelle Loïc pour le lancement que vous attendez tous au final, hein. Hop, je reprends tout ça. Donc après les débats passionnants, Loïc, on passe à la suite. Oui, alors un grand prix. merci, mais Olivier l'a dit très bien pour moi, donc à tous nos intervenants aux tables rondes pour la richesse des échanges et des points de vue exprimés très riches autour de ces deux grands thèmes. Un thème plutôt, je dirais, axé sur les petites et moyennes entreprises, dont on connaît les enjeux encore très importants sur ces sujets. Et puis ce deuxième thème plus prospectif concernant l'avenir, l'atteinte des 10%, le cap des 10%, comment y arriver, quelles propositions pour simplifier, développer et, je dirais, pérenniser aussi l'actionnariat salarié. Je compare toujours l'actionnariat salarié à un grand réservoir qu'il faut pouvoir alimenter et puis veiller à ce que, je dirais, le robinet ne se vide pas trop vite pour maintenir cette dynamique en question et voir ensuite comment l'augmenter. Alors, je voudrais dire effectivement que l'ampleur du pas à franchir pour atteindre cet objectif, on l'a vu, nous paraît nécessiter de nouvelles mesures dans les prochaines années. Certains l'ont mentionné déjà, pour simplifier les dispositifs actuels, pour accroître la part de l'actionnariat salarié et éviter donc des sorties trop rapides, comme je viens de l'indiquer. Alors la FAS, je dirais, contribue aussi à ce débat à travers une plateforme de propositions que vous pouvez consulter sur notre site de la FAS, mais également donc, dans ce guide de l'épargne et de l'actionnaire salarié. Vous avez donc, je dirais, l'ensemble de nos propositions qui font l'objet d'une fiche spécifique. Je voudrais simplement en noter quelques-unes. En termes de simplification, par exemple, on propose qu'en Assemblée générale, il soit possible de voter à la majorité simple lorsqu'il s'agit de céder aux salariés des actions existantes déjà rachetées sur le marché et non pas des actions nouvelles à émettre, l'opération n'étant pas dilutive en soi. Une petite proposition toute simple, mais qui pourrait faciliter grandement, qui ne coûte rien au budget de l'État. Il serait également utile de permettre aux sociétés dont les actions ne sont pas cotées d'étaler, et je reprends la proposition qu'a faite Charles Keller, je ne sais pas s'il est encore avec nous, d'étaler, si vous voulez, sur 3 années, par exemple, les augmentations de capital réservées à leurs salariés. C'est vrai qu'une telle mesure concerne plus particulièrement, notamment les ETI et PME non cotées, mais elle viserait à la fois à simplifier leur démarche et à permettre à leurs salariés de lisser dans le temps leur versement et acquisition d'actions dans le cadre du même FCPE d'actionnariat. En outre, il faut continuer à encourager les entreprises à développer leur actionnariat salarié, mais ça, ce n'est pas une idée nouvelle. Ce n'est pas facile dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, mais en supprimant définitivement le forfait social qu'elle paie sur les sommes investies dans les fonds en titre de l'entreprise, ne pas les pénaliser dans les sociétés cotées par un changement brutal du régime comptable de la décote, pour ceux qui sont concernés par cette décision de l'ANC il y a à peu près 1 an de cela. Et donc, véritablement, si vous voulez, soyons vigilants à ce que la main de l'État n'intervienne pas ou la main des autorités administratives n'interviennent pas trop lourdement et ne freinent pas cette dynamique de développement. Il y a un autre sujet qui nous tient à cœur, qui est la facilitation, et ça a été évoqué lors de la première table ronde par Christophe Boiton, faciliter la transmission d'entreprises non cotées via l'actionnariat salarié. Jean-Philippe Debat également en a parlé à travers le FCPE de reprise. Il faut bien voir qu'aux États-Unis, quand on compare, je dirais, nos deux paysages, c'est une pratique qui est largement développée, pour les entreprises de taille petite et moyenne, qui fonctionne très bien, mais qui repose sur un incitant fiscal fort dont on devrait peut-être s'inspirer, qui consiste à, je dirais, exonérer les dirigeants d'entreprise de la plus-value de cession
des entreprises qu'ils cèdent à leurs salariés en contrepartie de cette cession vers les salariés. Alors c'est souvent accompagné d'un effet de levier, un LBO par exemple, et puis également qui s'engagent à réinvestir dans l'économie productive, donc à travers le marché des actions, tout ou partie de cette cession exonérée de droits. Dans les discussions préliminaires que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, Christophe Boiton mentionnait aussi que dans le cadre de la cession des entreprises aux salariés, l'État serait bien, je dirais, invité à peut-être mettre en place des carottes ou des incitants qui puissent également intéresser les salariés. Donc les deux devant se rejoindre sur cet objectif. Il nous semble qu'un autre sujet qui peut-être a été peu abordé lors de ces tables rondes, c'est le sujet de nos retraites, finalement. Et nous, à la FAS, nous sommes assez favorables à ce qu'on puisse créer un fonds qui puisse être éligible au nouveau PERECO, mais qui investirait, si vous voulez, de façon diversifiée au capital des entreprises, ayant plus de 3% d'actionnariat salarié. Il est évident que lorsqu'on investit ou on épargne son économie, son argent sur une vie de travail, il n'est pas question de mettre en difficulté ou de mettre en risque cette épargne pour peu que l'entreprise dans laquelle on travaille soit défaillante. On a tous en tête le schéma d'entreprise américaine, mais il y en a aussi d'autres exemples en France, j'imagine. Donc très clairement, ici, l'idée, ce serait d'introduire de l'actionnariat salarié de manière diversifiée, et on ne vient pas faire concurrence avec le FCPE d'actionnariat salarié de l'entreprise elle-même au sein du plan d'épargne d'entreprise, mais pour la retraite, diversifier ce risque. Et je l'ai mentionné en introduction de ce colloque, avec l'indice FAS-IAS qui regroupe les entreprises qui détiennent plus de 3% du capital, on a, je dirais là, un outil formidable pour pouvoir justement proposer une forme de diversification à travers un fonds, un ETF qui pourrait être repris dans le cadre de ces plans de retraite. Car oui, l'actionnariat salarié peut être aussi un élément de réponse à la problématique des retraites. Dans l'équilibre entre travail et capital, le travail représente un actif immatériel de grande valeur et ce capital humain devrait pouvoir être justement mieux valorisé. Et on aimerait même aller plus loin. On souhaiterait que, par exemple, l'État puisse jouer un rôle, inciter la création d'un fonds national alimenté par des actions gratuites non cessibles qui seraient attribuées aux salariés des entreprises françaises en contrepartie de la valorisation de ce capital humain. Ce fonds viendrait en renforcement du financement de notre système de retraite par répartition. Alors, on ne prononce pas le mot, qui est un gros mot en France, de retraite par capitalisation, mais pour autant en contribuant au renforcement des fonds propres et au financement des entreprises de long terme, ça nous paraît être une idée tout à fait intéressante. Nous avons identifié une vingtaine d'autres mesures qui nécessiteraient d'adapter le cadre législatif ou réglementaire sans nécessairement pénaliser le budget de l'État. Toutes ces mesures, je le disais, sont disponibles dans le guide ou bien sur notre site. Pour finir, il nous paraît important de dire que la généralisation de l'actionnariat salarié devrait figurer encore plus au rang des priorités dans le cadre des réformes législatives à venir pour la transformation de la société française. Voilà les mots que je voulais partager avec vous en conclusion de ce colloque, au moment où nous allons célébrer les entreprises ayant développé les meilleures pratiques en matière d'actionnariat salarié. Chers amis, je déclare ouverte la cérémonie de remise des Grands Prix FAS et j'ai le plaisir de convier notre ami Xavier Fontanet à monter sur scène. Simplement, Xavier, un tout petit mot pour introduire Xavier, si vous me le permettez. Alors, Xavier Fontanet est un apôtre, je le dirais comme ça, infatigable de l'actionnariat salarié, que j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la remise annuelle des prix décernés par la FAS à l'occasion de notre 30e anniversaire. Un grand témoin avec lequel la FAS a tissé des liens depuis de nombreuses années déjà, et je remercie Laurent Legendre qui s'est beaucoup investi. Laurent Legendre est notre conseiller fédéral en charge de la stratégie de la FAS, avec des chefs d'entreprise et en particulier Xavier Fontanet sur ces sujets. Alors Xavier Fontanet, vous êtes un Breton
né à Malestroit, dans le Morbihan. Vous êtes ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées et vous avez ensuite obtenu un master en sciences du management au MIT. Après une riche expérience de consultant au Boston Consulting Group, dont vous nous parlez souvent d'ailleurs dans vos émissions, vous avez entamé une carrière de dirigeant d'entreprise à la tête de Beneteau, puis d'Eurest, avant de devenir de 1991 à 2010 directeur général, puis président-directeur général d'Essilor. Alors vous en avez fait, grâce à une croissance remarquable, le leader mondial de l'industrie de l'optique, mais aussi une entreprise exemplaire en matière d'actionnariat salarié, en le développant et en l'associant étroitement à la gouvernance de l'entreprise. C'est pour cela d'ailleurs que la FAS a récompensé Essilor, aujourd'hui Essilor-Luxottica, à de multiples reprises au cours des dernières décennies, ce qui en fait aujourd'hui un champion hors catégorie. Et de fait, je crois que Essilor ne participe plus, de fait, ne candidate plus, compte tenu de ce statut-là. Mais au cours des 20 dernières années, ce sont plus d'une dizaine de prix, dont on a fait le calcul, dont 4 ou 5 grands prix qui ont été décernés à Essilor. À partir de 2012, vous avez été professeur de stratégie à HEC et vous avez publié chaque semaine une chronique dans les Échos, souvent décapante, mais toujours solidement argumentée. On a plaisir à vous retrouver aussi encore sur les plateaux de BFM Business, où vous intervenez toujours avec pertinence, je le disais, sur les sujets liés à la stratégie des entreprises. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Dans l'un d'eux, Que chacun s'y mette, publié en 2016, vous écriviez « Être de ceux qui ont connu une mondialisation heureuse ». Citation qu'on a. C'est de cette vision optimiste de l'entreprise et du rôle éminent de l'actionnariat salarié dont vous allez sans doute nous parler en nous brossant en 15-20 minutes un tableau de 30 ans d'actionnariat salarié. Cher Xavier, merci de nous faire l'honneur de votre présence pour célébrer les 30 ans de la FAS. La parole est à vous et je propose qu'on vous applaudisse. Bon, écoutez, je suis impressionné. Bon, merci beaucoup Loïc. Merci Laurent de faire appel à un vieux retraité. Bon, alors je suis un retraité actif. Je travaille exactement autant que quand j'étais chez Essilor, mais je me suis en fait spécialisé sur la pédagogie de l'économie. Et donc le gros travail, c'est BFM Stratégie, puisque c'est une émission qui dure depuis 5 ans. On a été renouvelé une 5e année, donc j'étais comme un gosse quand ils m'ont dit qu'ils renouvelaient. Et on a fait 280 émissions. Donc ma petite participation, ce sera de vous inviter à venir plancher sur BFM, et puis je pense qu'il faut que vous lanciez un site YouTube. Faut que vous lanciez un site. Alors je vous donnerai un petit cours de piste en vous invitant à BFM. Alors, si vous voulez, je suis toujours dans l'actionnariat salarié. Je suis tombé dedans, je veux dire, pour une histoire incroyable, c'est que le premier client de BCG, c'était Essilor. Et la première facture touchée par BCG, c'était Essilor, et j'ai eu le pot d'être dans les tout premiers embauchés à Essilor en 73 et d'être dans les équipes. Donc j'ai connu la fusion en fait Essilor. Donc j'ai connu Essilor à 800 personnes, vous voyez. Et quand je suis parti, il y a 10 ans, c'était plus de 100 000, et aujourd'hui 250 000. Vous voyez. Donc j'ai connu évidemment ce qu'on peut appeler une mondialisation heureuse. Et puis j'ai gardé mes actions. Bon, donc je suis retraité. Donc je vais vous donner peut-être une perspective assez longue, puisqu'en fait c'est le point de vue d'un retraité, actionnaire salarié très heureux, retraité, etc. En fait finalement ces actions, ça me permet de financer des fondations. Vous voyez. Et puis je pense je ne l'ai pas dit à mes enfants, mais je pense que je leur passerai les actions pour qu'ils continuent et que tout ça dure encore longtemps. Donc ça pose tous les sujets de fiscalité sur lesquels je vais un petit peu m'étendre. Alors l'entreprise, d'abord, je vais être rapide, mais je vais prendre un très long point de vue. En fait, l'entreprise, elle est née dès qu'il y a eu des villes, et la première fois qu'on voit l'existence d'une entreprise, c'est à Persépolis, c'est le Côte d'Hammurabi. Donc c'est moins 1750 avant Jésus-Christ. Donc c'est la première fois qu'on a vu la vraie séparation entre le capitaliste et le salarié. Les entreprises à l'époque, c'était essentiellement, on finançait des trajets en Chine et en Inde pour aller acheter des épices ou des soieries. Et il y avait vraiment le capitaliste qui finançait, l'employé qui travaillait, il avait de toute façon son salaire, et le capitaliste, perdait tout
où ils faisaient fortune. Donc il y a toujours eu cette séparation, c'est là qu'elle est née. Alors il y a eu les aventures communistes, mais ça fait des centaines de millions de personnes tuées, donc ça c'est pas un truc qui a très bien marché. Ça a été évoqué plusieurs fois, il y a toutes les formules du mutualisme qui sont très intéressantes, c'est le client qui est propriétaire. Hein. D'ailleurs, je pense que Amundi, le propriétaire, c'est Crédit Agricole, qui est du mutualisme. Hein. Alors le mutualisme, ça a très bien marché dans la banque et dans les assurances, mais ce n'est pas non plus une activité. Il y a les vraies coopératives, alors on trouve ça souvent dans le monde agricole, hein, c'est les éleveurs de porc qui possèdent de la coperle, qui tuent leurs porcs et qui les distribuent. Et puis il y a des COP, des vrais COP, mais les COP, c'est moins de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est un tout petit truc. Hein. Donc on va parler vraiment d'actionnaires salariés dans des entreprises, cotées ou non, hein, mais possédées par des capitalistes. Hein. Alors, je vais tordre le cou aux dividendes salariés parce que ça, c'est un truc qui a eu du succès et heureusement que ça s'est éteint. Donc, je disais toujours à Thibault Langsat, si tu demandes le dividende salarié, moi, je vais exiger le salaire actionnarial qu'on paye quand il n'y a pas de dividende. Hein. Donc, je pense que ça, c'est une fausse idée. Et la deuxième idée qui a été soulevée, qui est très, très importante, c'est qu'il faut distinguer la valeur ajoutée annuelle, hein, et la valeur ajoutée capitalistique. Hein. Donc, on va parler de la valeur ajoutée capitalistique, c'est celle qui est intéressante sur laquelle travailler. Hein. Donc, je vais parler surtout de ce sujet-là. Alors, en fait, il y a un très beau papier là, qui a été fait par Philippe Bernheim de chez vous. Je ne sais pas si vous l'avez mis dans le bouquin, mais ça fait les 60 ans de... Ah oui, ça fait les 60 ans d'actionnaires salariés. Donc, on va commencer avec les ordonnances de 67. Je vais être très rapide parce qu'il suffit de le lire. Et c'est évidemment que les ordonnances de 67 sont celles qui ont installé donc la participation, l'intéressement et la participation. Bon, après, il y a eu toutes les lois, donc quand on a commencé à privatiser, donc la gauche a nationalisé, privatisé, et donc la privatisation, ça a été un gros moment où on a commencé à avoir de l'actionnariat salarié, puisque l'État a vendu une partie de ses actions au personnel. Après, il y a eu une période qui était assez bonne, dans laquelle on a eu les lois Fabius, les lois Breton, qui ont petit à petit mis en place la boîte à outils, qui est absolument remarquable, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis après, il y a eu une période catastrophique, il faut appeler un chat par un chat, hein, c'était la période d'Hollande, avec les forfaits sociaux, les fiscalités où on a confondu les plus-values avec des salaires, et donc ça, vous allez voir qu'il reste encore des problèmes très ennuyeux aujourd'hui, qu'il faudra probablement éradiquer. Et puis après, depuis 2019, il est sûr, les choses sont revenues, et c'est vrai que le président Macron, en arrêtant l'ISF, en mettant un flat tax sur les dividendes, évidemment, et surtout, je l'ai senti en donnant une stabilité fiscale, qui est un élément important. Je pense qu'on est dans un environnement qui, sur ce plan-là, est favorable. Alors, je vais m'amuser à vous taquiner, je dis ça de façon gentille, hein, mais bon, on va quand même regarder les chiffres parce que le chemin est encore très très long. Hein. Alors, au vu des 4000 ans de la construction du capitalisme, c'est peu de temps, mais bon, l'actionnariat, c'est 67 milliards aujourd'hui. Hein. Alors, je vais dire que c'est tout petit, parce que si vous regardez les capitalisations, c'est en gros 2,4 milliards, et si vous prenez tous les livrets A, les assurances vie, il y a 3,7 milliards. Hein. Donc, en gros, il y a 6 milliards. Donc 67 millions sur 6 milliards, c'est 1,5. Hein. Donc on part, alors c'est très très bien 67 milliards, mais on parle quand même d'un tout petit truc. Ça a été dit plusieurs fois, je ne vais pas le dire plusieurs fois, dans les PME, face aux 67 milliards, je crois qu'on a 2 milliards. Hein. Donc on est encore à des niveaux très très de démarrage, mais ça a été tout à fait dit. Par contre, dans le positif, si vous voulez, il y a quand même 3,5 millions de salariés, actionnaires salariés, ça fait quand même 17% des salariés. Hein. Alors, la somme qu'ils ont en moyenne, c'est encore des petites sommes, puisque si vous divisez les 67 milliards par 3,5 millions, ça fait 15 000 euros. Hein. Donc, je vais revenir beaucoup. Donc, 15 000 euros, c'est bien, mais on va dire aussi que c'est pas ça qui permet d'assurer une retraite. Hein. Alors, la France est à la tête de l'Europe, tout à fait d'accord, mais moi, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis. Les États-Unis nous enfoncent complètement. Alors, je ne veux pas me tromper parce que j'ai trouvé ces chiffres, je vais vous dire, sur ChatGPT et puis en faisant donc, je ne suis pas absolument sur des chiffres, mais je pense quand même que les ordres de grandeur sont bons. Aux États-Unis, c'est 750 milliards hein, par rapport à notre 7. Hein. Aux États-Unis, la moyenne qu'a chaque salarié, c'est 50 000 par rapport à notre 15 000. Hein. Et ils sont 18 millions. Donc, on a quand même... Bon, c'est bien de regarder l'Europe en disant on est bon, mais je préfère regarder les États-Unis où ils sont mieux que nous. Alors, moi, l'ayant pratiqué pour Essilor très longtemps, je peux vous dire que l'outil fondamental qui fait la différence, c'est... Alors moi, j'appelle ça le 401k. Hein. Donc, c'est un fonds diversifié. Un employé américain, ils ont très peur du risque aussi. Hein. Donc, on le fait d'abord investir dans un fonds diversifié. Hein. Et c'est quand la famille, à l'heure où elle décide
de vendre une partie de son capital ou d'augmenter le capital pour acheter un concurrent, c'est à ce moment-là qu'on va piquer dans le 401k et que la liquidité est là. Hein. Donc je pense que cet outil, alors je suis beaucoup moins technique que vous parce que ça fait quand même 11 ans que j'ai arrêté, mais à mon avis cet outil, c'est un outil absolument fondamental. Il faut aller bien voir ce qu'ont fait les Américains et je crois. Alors je vous donne une petite histoire qui va vous faire réfléchir. Il se trouve qu'un de mes très bons amis qui a beaucoup travaillé pour nous, Xavier Mosquet, qui était consultant BCG, qui est un très bon ami, a été le patron de BCG Detroit et donc il a été embauché par Obama pour remettre sur pied General Motors. Donc il a été piqué les meilleurs consultants américains. Il avait 50 millions de dollars par an pour faire ça. Donc il avait vraiment de l'argent. Et il m'a dit, Xavier, il y a un truc complètement fou, c'est qu'effectivement, la General Motors était en faillite, mais les fonds de retraite étaient bourrés de Google. Et donc en fait, les employés avaient une retraite assurée parce qu'on avait diversifié au 401k. Hein. Donc ça veut dire que cette histoire, dans toute la réflexion long terme, je vous donne mon histoire historique. Hein, on va dire que j'ai 60 ou 45 ans d'actionnaire salarié, mais j'ai été dans tous les pays du monde. Je peux vous dire que le bijou, il est là. Hein. Donc c'est très bien de s'occuper, il faut faire avec l'Europe, mais aller creuser. Alors, je vous parle aussi des petites histoires. Moi, j'ai commencé à être mouillé dans tout ça depuis 73, mais surtout quand j'ai été président, donc des années 90. Alors, en fait, j'étais souvent convoqué, on va dire, à l'Élysée, hein, à l'Élysée ou au Sénat. Et alors, il y a un président de la République, on va dire c'est Sarko, qui me disait, Fontanet, vos trucs, c'est débile. On ne peut pas proposer un système où l'employé perd son travail et ses économies. Donc, évidemment, quoi qu'ils se disaient, au fond d'eux, ils étaient contre l'actionnariat salarié. Hein. Alors, je disais, mais qu'est-ce que vous proposez ? Et ils proposaient, écoutez, il faut faire un tiers, un tiers, un tiers. Vous savez, c'est le fameux un tiers, un tiers. Alors là, ils disaient, bon sang, il leur faut des cours d'économie parce que si on paye un tiers de dividendes quand l'entreprise croît, on paye trop de dividendes. Et puis, on ne paye qu'un tiers quand elle décroît, on n'en paye pas assez. Donc, il faudrait des cours d'économie. Donc, c'était l'idée que j'ai maintenant de faire que des cours d'économie à travers l'émission BFM Stratégie, dont je suis un petit peu le responsable et par moments même le financier. Bon. Et donc, les politiques, il faut savoir... Certains sont très pour, évidemment, notamment les jeunes, mais au fond du fond. Et je vais vous dire, il ne faut pas trop leur en vouloir parce qu'ils ont vu des gros dégâts. Hein. Et donc, il faut savoir que même s'ils disent oui, 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 au fond il y a un truc. Les familles. Alors là, j'étais effectivement souvent, donc ça se passait au Sénat, et j'étais avec les plus grandes familles françaises. Et alors moi, je défendais l'actionnariat salarié. Et alors la famille avait un argument qui était très fort. Je ne vais pas donner les noms, mais les gens disaient, Monsieur Fontanet, c'est la dignité de la famille de prendre le risque. On a peur de donner trop de risques à l'employé parce qu'il a déjà l'employé, il a déjà le risque de son business. On ne veut pas lui rajouter le risque capitalistique et c'est notre dignité de le porter. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que la création de valeur a une dignité parce qu'elle est passée par la case risque. Alors je vous assure, et on a évoqué plusieurs fois l'histoire de la psychologie, je vous assure qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça. Hein. Alors les familles, ce qui est difficile aussi, c'est qu'elles ne veulent pas avoir de contraintes sur le moment où elles donnent. Elles veulent choisir le moment où elles donnent. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait un cadre. Il faut mettre un cadre qui facilite, mais il ne faut pas leur dire tu feras. Ah, donc moi je suis tout à fait d'accord, il faut laisser surtout beaucoup de liberté aux acteurs. Il faut mettre la boîte à outils en place, la faire connaître. Mais personnellement, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut absolument la liberté et la communication. Ce n'est pas avec les lois qu'on fera les choses. Alors le stock market, alors, je peux vous dire, j'ai fait au moins 2000 roadshows. Le stock market a été historiquement contre l'actionnaire salarié. Parce que qu'est-ce que je m'entendais dire ? On est contre le système parce que si les salariés ont trop de poids dans l'entreprise, ils vont s'opposer à des restructurations qui feraient du bien à l'entreprise. Alors sur quoi je ne disais pas du tout. Et si leur a restructuré, on a démontré parce que évidemment les gens sont... Et puis bon, les syndicats ont énormément évolué. Je me rappelle très bien, il y a une trentaine d'années, on peut citer la CGT parce que c'est le grand patron Bogus disait Fontanet, le risque, c'est pour le patron. Hein, nous, vous voyez. Donc l'environnement, si vous voulez, il était pas. Moi, j'ai connu un environnement pas favorable. Alors les choses, heureusement, évoluent beaucoup. Alors je vais vous dire, moi qui suis un petit peu reculé de tout ça, je pense que quand on voit maintenant les performances des boîtes comme Bouygues et Eiffage, ils sont à plus de 20% d'actionnaires salariés. Donc ça, il faut vraiment les mettre en avant. Hein. Il y a un deuxième point qui est intéressant, c'est que 33 des entreprises du CAC 40 sont au-dessus de 3%. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai mouvement. Hein. Donc évidemment, il faut être patient, mais il y a un vrai truc qui se passe. Il y a un truc maintenant beaucoup plus important,
c'est que, je sais que Laurent Legendre a fait 2 fois des études, parce qu'on discute régulièrement, hein. Il a fait en 2005 une étude, et une même en 2015, dans lesquelles il montrait que les entreprises à fort actionnariat salarié étaient plus rentables que les autres. Bon, alors ça vaudrait le coup, effectivement, peut-être que vous regardiez ce sujet-là, vous voyez, dans vos études, vérifiez que ce soit bon, parce que ça, c'est d'une importance absolument capitale. Et alors, je vais vous dire, c'est très très important. Bertrand Rambaud, là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le private equity, et le private equity est vraiment en train d'y arriver, à l'actionnariat salarié. Et ce n'est pas par générosité, c'est parce qu'ils savent très bien que c'est rentable. Donc je crois que c'est très très important de commencer à communiquer l'idée que l'actionnariat salarié est rentable. Alors pour Essilor, moi je suis dans le témoignage, il est évident, vous mentionniez, et merci beaucoup, la bonne marge d'Essilor, il est évidemment que l'actionnariat salarié a été un élément absolument clé du succès d'Essilor. Et je discutais en discutant un petit peu avec Laurent. Laurent me disait que dans ses études de rentabilité, il paraît que dès que le taux passe au-dessus de 6%, c'est là qu'il voit l'écart de rentabilité. Vous voyez, donc dès qu'on commence à avoir une application significative du personnel en capital, c'est à ce moment-là que les rentabilités décrochent. Donc je crois que pour Amundi, c'est très très amusant de commencer à regarder ça pour voir de le faire de professionnels. Et alors moi, je vais vous dire à titre de témoignage, et c'est peut-être la seule idée que vous pourrez retenir de mon topo, c'est que moi j'ai vu, alors évidemment les salariés essiloriens, la capitalisation est énorme, hein, ça ne mesure pas plusieurs milliards, hein, ce que possèdent les employés d'Essilor. Alors je ne vais pas donner les chiffres parce que ça vous aurait choqué, mais la moyenne c'est 100 000 par personne, vous voyez. Donc la moyenne française c'est 15 000, l'Amérique est à 50 000, et la moyenne sur les 50 000 essiloriens c'est 100 000. Hein. Donc là on commence à parler de vraies pépettes, hein, et on commence à s'approcher de systèmes qui vont permettre de régler les problèmes de retraite. Et je vais vous dire, moi j'ai senti le passage de salarié actionnaire, donc c'est la personne qui a 15 000 euros et qui va vendre les actions pour avoir une voiture un peu plus grosse. Pour moi, l'actionnaire salarié, c'est celui pour lequel les actions, c'est plus de 50% de tout ce qu'il a. Dès que le portefeuille dépasse ce que vous avez à la maison, en gros, dès que le portefeuille d'actions est plus gros que la maison, ça provoque un truc fondamental. Et là, vous avez un truc qui se passe, et je vous raconte que ça se passait. Je sais qu'avec Philippe Alfroy, qui était mon DG, quand une entreprise faisait une année, l'année on a vu un budget trop optimiste, et puis on se rend compte qu'on ne fera pas le budget, qu'il manque 3 points de croissance, il faut gagner 100 millions d'euros tout de suite. Moi, je me rappelle avec Philippe, on disait au grand patron, tu me donnes 20, tu me donnes 50, etc. Dans l'après-midi, sans aucune discussion, il faisait les économies. Et ça, c'était à cause de l'actionnaire salarié, du fait qu'ils étaient venus actionnaires avant d'être salariés. Et alors, ça a provoqué un autre truc très important sur lequel il faut que vous insistiez, et ça, c'est l'évolution du capitalisme. C'est dès que le patron sait qu'il est responsable des biens de ses employés, ça change complètement la relation hiérarchique. Parce que l'employé dit, écoute, on te file mon fric, qu'est-ce que t'en fais ? Voyez ? Et on se sent responsable. Et je pense que c'est un des éléments les plus importants à retenir, c'est que dès qu'on devient actionnaire salarié, ça change complètement tous les rapports dans l'entreprise. Donc ça, je pense qu'il faut que vous creusiez ces sujets. C'est mon côté vieux schnock qui vous dit ça, mais je pense que c'est plus important. Alors il se trouve, je vous raconte encore une petite histoire, mais je ne vais pas être long parce que je voudrais surtout aller aux suggestions. Le hasard de la vie fait que je me suis beaucoup rapproché. J'étais très rapproché par Alain Juppé au moment donné pendant sa campagne électorale. Bon, ça ne lui a pas porté chance, mais enfin bon. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec lui toutes les semaines, une demi-heure en tête-à-tête pendant la campagne électorale. Et j'ai mis toute mon énergie sur l'actionnariat salarié et j'ai mis toute mon énergie sur la retraite. Parce que je lui ai dit, écoutez, monsieur Juppé, je vais vous dire, le père Mitterrand, avec la retraite à 60 ans par répartition, il nous a coûté entre 1000 et 2000 milliards. Hein. Je vous fais tout le calcul. La dette qu'on a est due, à mon avis, en grande partie à cette funeste décision de 82 et évidemment les 35 heures. Hein. Bon. Et alors je lui ai dit, écoutez, faites attention à tous les rapports qu'on vous donne, ils sont incompréhensibles. Et donc j'ai fait un modèle mathématique, Excel, je vous passerai Laurent. Je lui ai dit, écoutez, on va faire les calculs ensemble, d'accord ? Bon. Et alors, je vais vous montrer un truc très simple. Si vous prenez 6% de salaire, on dit l'intéressement, on le met en action, d'accord ? Actionnaire salarié. À 45 ans, on oublie l'âge de départ à la retraite, la seule chose qui compte, c'est l'urée de travail.
et il faut 45 ans. À moins de 45 ans, on s'en tire pas. On va dire que la personne commence à 20 ans, part à la retraite à 65, donc on vit à 80, 20 ans de retraite. Hein. Donc vous voyez les équations, vous avez 6% du salaire, 45 ans, 20 ans de retraite, et vous mettez 5% de rentabilité. Je rappelle que le CAC 40 fait 7 ou 8. Hein. Bon, d'accord ? Eh bien, à ce moment-là, pratiquement, vous avez à la fin de votre retraite entre 50 et 60% de votre dernier salaire. C'est-à-dire que l'argent que vous avez mis vous assure entre 50 et 60% du dernier salaire. Sachant que le salaire moyen français, c'est 2100 et la retraite moyenne, 1400, s'il n'y a pas de fiscalité sur l'activité salarié, vous doublez la retraite. Alors, on va en venir maintenant aux choses pas très sympas qui sont la fiscalité. Et vous ne parlez pas assez, à mon avis, de la fiscalité. Alors, le vieux schnock que je suis, qui n'a pas à se plaindre et qui ne se plaint pas, je peux vous dire qu'on est en plein dans le coup. Hein. Alors, je pense que les choses à faire, c'est que, si vous voulez, le truc qui se passe, c'est que toutes les fiscalités, toutes les actions qui ont été données avec des stock options, et nous, chez Essilor, si on donnait des salaires assez bas, on a beaucoup joué le stock option. Tout ça, c'est considéré comme salaire. Donc, la fiscalité, ce n'est pas 30%, c'est 60%. D'accord ? Donc, vous avez mis 40 ans votre argent à risque, puis quand vous faites les calculs d'impôt, peut-être pas 60, mais 55, vous tombez sur des fiscalités absolument... bon, alors, il faut absolument que vous rentriez là-dedans, et quand vous discutez avec le Bercy, vous décortiquez tout ça, parce que ça tue l'actionnaire salarié, si évidemment les fiscalités sont absolument épouvantables. Alors, je pense, si vous voulez, mes recommandations, c'est les suivantes. Je pense, premièrement, il faut vraiment aller à fond sur le 401k, et je pense qu'à Amundi, vous avez tout ce qu'il faut pour créer un fonds diversifié, actionnaire salarié ou pas. Ensuite, moi j'ai toujours poussé la notion de fiscalité plus basse. Quand vous avez une action pendant 30-35 ans, eh ben, le taux de fiscalité, je ne sais pas, 30, c'est 15. Et ça ne coûtera pas très cher aux impôts, et ça donnera l'image de la France qui défend un capitalisme patient. J'ai toujours défendu, en me faisant toujours gauler sur le stock market, l'idée de doubler les droits de vote des actions qui sont détenues depuis 30 ans. Moi, je trouve que quand on a mis ces billes pendant 30 ans, qu'on a porté tous les risques, ben quelque part, on a une espèce de dignité par rapport à l'actionnaire qui peut vendre instantanément. Alors, je me suis tout le temps fait gauler par le stock market, mais je m'en foutais. On donnait tout le temps la proposition pour se faire gauler parce qu'au moins, on l'avait proposé. Et je pense que ça, c'est un élément très important, doubler les droits de vote pour quand vous êtes fidèle. Alors, la troisième idée, et ça rejoint pas mal de ce qui a été dit, c'est les familles. Parce que j'ai beaucoup discuté avec des familles, et là actuellement je discute avec des familles justement qui hésitent à l'actionnaire salarié. Je pense que l'État, il devrait faire des gains fiscaux. Quand la famille vend au personnel, bah déjà l'État ne prend pas d'impôt sur les plus-values. Hein, bon, ou il en prend moins, hein, pour baisser le prix au personnel. Et les familles qui ont vendu des actions personnelles, quand on passe aux enfants, on baisse les fiscalités. Alors je sais que là vous dites des oreilles, mais je pense qu'il y aurait une incitation auprès des familles à faire ça. Ce serait de travailler la fiscalité quand la famille vend aux employés, voyez, et puis travailler évidemment les droits de vote double et la fiscalité des employés. Donc je pense que là il y a un énorme dossier. Et alors l'idée qu'avait l'un de vos collègues là, qui consistait à donner des actions quand on demande la durée de travail, je trouve ça génial. Hein. Alors, la quatrième idée qui est absolument fondamentale, ça a été évoqué tout le temps, donc je vais être rapide. Nous avions chez Essilor Valoptech. Valoptech, c'est l'association des employés, et chaque Essilorien donne ses actions à Valoptech, et c'est le président qui vote avec tout le monde. Donc ça vous donne un poids au conseil d'administration, on représente tout le monde, et il y a le président de Valoptech, etc. Et alors, on évoquait la stratégie, donc moi j'étais une époque où c'était moins la RSE. Moi j'ai vécu la conquête mondiale, vous voyez. Et puis comme le verre ophtalmique, c'est un produit formidable, on n'a jamais eu de problème d'état d'âme sur quand on donne la vue aux gens, notre business, sans raconter des trucs autour. Donc on n'a jamais été trop, mais on était conquête mondiale. Et nous, la conquête mondiale, c'était pour améliorer les produits. Vous voyez, quand vous mondialisez, vous avez tellement d'expérience qu'on améliore les produits. Et pour améliorer les produits en France, il faut conquérir le Japon. Hein, parce que quand on arrive à faire des progressifs avec des gens qui lisent comme ça, ben, je peux vous dire qu'on améliore le progressif avec des gens qui lisent comme ça. Vous voyez le truc ? Bon. Et donc, c'était notre affaire. Donc, on était sur une mondialisation absolue. Et donc, je pense que ce Valoptech, on était sensible à la stratégie, à mon époque. Et donc, qu'est-ce qui jouait ? C'était qu'on avait donc des rendez-vous avec le personnel Valoptech tous les mois. Et il y avait une AG annuelle dans laquelle on votait la stratégie à bulletin secret. Et ça, je peux vous dire que les employés qui pouvaient dire un non
eh bien, c'était bon, vous voyez. Et ça faisait. Donc, je pense que ça, c'est un élément qu'il faut développer et il faut faire beaucoup de YouTube pour expliquer comment ça marche. Le dernier point, c'est la fonction publique. Je pense qu'il faut aussi penser à la fonction publique. Alors, je vous conseille d'aller à Singapour. Hein. Vous allez à Singapour et il faut variabiliser les rémunérations de la fonction publique. Vous les variabilisez en fonction de la baisse de la dette, du retour à l'équilibre, la baisse du chômage. Vous donnez, donc on variabilise. Hein. À ce moment-là, vous donnez des actions, vous mettez dans le CAC 40. Hein, comme ça va les mobiliser à améliorer la France, etc. Donc ça, c'est plutôt un petit clin d'œil. Voilà. Donc écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je suis absolument convaincu. Plus le temps passe, plus je suis convaincu. Je pense que c'est surtout une évolution du... Bon, j'ai un petit côté un peu... évolution du capitalisme, si vous voulez. Je pense que De Gaulle a lancé la participation, mais c'était surtout sur la valeur annuelle. L'action salariée, c'est l'enfant exactement. Il faut y mettre des concepts. Hein, c'est vraiment un changement. Moi, le plus important pour moi, c'était le respect des employés des Essilor. Vous voyez, parce que je me sentais responsable de leurs sous. Et quelque part, ça changeait complètement le contenu des discussions qu'on avait entre nous. Parce qu'on avait en face de nous, on était pareil, vous voyez. Et ça, c'est l'élément le plus fort. Et puis, je pense que c'est le système qui règle la retraite. Hein. Si on commence à vraiment monter le truc, à condition de baisser les fiscalités, et moi, c'est ce que j'expliquais au père Juppé, je lui disais, Alain, la retraite, c'est très, très mal barré. Et par contre, commencer à installer, alors évidemment, il faut dire de la capitalisation, alors peut-être qu'il ne faut pas dire ça, mais c'est par l'actionnaire salarié qu'on réglera les choses. Hein. Bon, ensuite, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous donnerai des petits coups de main pour faire la même avec BFM Stratégie. On va faire une jolie mission pour expliquer, c'est bien. Et puis, bon, merci la face, hein, vous faites du très, très bon boulot. Merci.